Un narratif, littéralement, c'est un effet de mode. C'est une tendance comportementale qui va fortement influencer le comportement des investisseurs sur le marché. Dans la dernière vidéo que j'avais faite sur les narratifs, je vous avais expliqué que le cerveau humain, il n'est pas fait pour se concentrer sur 1000 choses à la fois. Il est fait pour être focus sur quelques tâches en même temps, sinon il est très vite surchargé en informations. Pour les narratifs, c'est la même chose. Le marché ne va s'intéresser qu'à 2 ou 3 d'entre eux à la fois. Le truc, c'est que cette mode, elle est souvent passagère. On va énormément entendre parler du gaming pendant 2 ou 3 mois, et petit à petit, l'intérêt de la foule va se porter sur un autre sujet. Le plus souvent, un narratif, il va devenir à la mode à cause d'un élément déclencheur. Ça peut être une avancée technologique, un changement dans la régulation, de nouveaux partenariats, et toutes les autres choses qui viennent mettre la lumière sur un secteur en particulier. Le meilleur exemple, c'est quand Larry Fink, le patron de BlackRock, a commencé à parler de tokenisation. Au moment où il en a parlé, on a vu tous les projets qui étaient liés de près ou de loin au real world asset littéralement exploser. Mais ensuite, une fois qu'on a eu cet élément déclencheur, il y a tout un effet boule de neige qui se met en route. C'est un petit peu comme les modes vestimentaires. En ce moment, c'est la mode des lunettes de vitesse pour courir, pour faire du sport, etc. Ça a dû partir d'un sportif très connu qu'on a mis, et de fil en aiguille, tout le monde a commencé à essayer, la vague s'est propagée, c'est devenu quelque chose de social. Le problème, c'est qu'on n'est pas devin. On peut pas anticiper les news avant qu'elles sortent. La seule chose qu'on peut faire, c'est écouter ce que le marché a à nous dire. Quand vous regardez un graphique, ce que vous voyez, c'est une moyenne de l'état psychologique des différents acteurs du marché. Vous avez déjà sûrement vu ce schéma qui montre que les liquidités suivent un cycle. Quand on a de la liquidité fraîche qui se déverse sur le marché des cryptos, elle va d'abord sur Bitcoin, puis sur Ethereum, et ensuite sur les grosses et moyennes capitalisations avant de finir sur les plus petites crypto-monnaies. On peut globalement appliquer la même chose aux différents narratifs. Généralement, la liquidité, elle arrive sur les plus gros projets du narratif, puis tranquillement, elle se déverse sur les plus petites jusqu'à ce que la hype s'en aille. En général, on parle d'une 60aine de jours pour un cycle. Pour un investisseur, ça peut être très intéressant de suivre cette liquidité pour maximiser ses gains. Mais pour ça, il faut pouvoir détecter ces tendances assez tôt pour éviter de servir d'exit liquidity aux autres, une fois que tout le monde fait des threads Twitter du style « ce narratif va faire x1000 ». On les connaît, on vous voit, je vous vois, toujours. Pour les détecter, on peut soit suivre les tendances sociales, ça veut dire voir quels sont les narratifs qui ressortent le plus souvent sur YouTube, Twitter, Reddit, etc. Soit suivre directement l'évolution du prix pour voir lesquels surperforment et lesquels sous-performent. Et je pense que dans ce cycle des crypto-monnaies, il va être extrêmement important d'au moins avoir une petite idée de où se situe la liquidité. Il y a 5 fois plus de crypto qu'il y en avait il y a 4 ans, et la liquidité ne pourra pas être partout. Sauf que c'est compliqué de savoir les narratifs qui ont déjà bien performé, ceux qui seront les prochains, ceux qui perfent pas parce qu'ils sont nuls ou ceux qui perfent pas parce qu'ils n'ont juste pas encore eu leur moment. C'est surtout à cet aspect qu'on va s'intéresser dans cette vidéo. Pour ça, je vais utiliser 2 dashboards du site Dune Analytics qui permettent de suivre l'évolution des narratifs. Ces dashboards, ils vont regrouper plusieurs projets d'un même narratif pour créer une sorte d'index qui peut ensuite être analysé et comparé aux autres. Si vous voulez jeter un petit coup d'œil, ils sont dans la description. Avant de se plonger dans les meilleurs narratifs de cette année, je voulais vous montrer un graphique très intéressant. Ce graphique, il montre la performance de différents portefeuilles en fonction des tokens qu'il contient sur le dernier mois. Bon, tout le monde est dans le rouge parce qu'on est dans un mois de correction, mais on voit quand même des trucs très intéressants. Par exemple, si vous aviez acheté du Bitcoin début juin, vous auriez un portefeuille plus haut que si vous aviez un portefeuille du top 5, 10 ou 50 CoinMarketCap. C'est surtout dû au fait qu'il y a des tokens de tous les narratifs dans le top 50. Par contre, si on regarde sur le mois de mai, où on était dans un mois haussier, vous auriez largement surperformé en ayant un bag des 3 meilleurs narratifs que si vous aviez acheté du Bitcoin. D'où l'importance d'avoir ses billes au bon endroit, au bon moment. Alors vous allez voir que, vu qu'on est dans une période de correction au mois de juin, c'est pas spécialement représentatif quand on parle de performance. C'est pour ça que je me suis beaucoup intéressé plutôt au mois d'avril et au mois de mai, parce que ce sont des mois qui sont plus représentatifs selon moi de ce qui peut se passer dans le futur. Maintenant qu'on a fixé sur ça, c'est quoi les narratifs qui ont bien performé ces derniers temps? Depuis le début d'année, le narratif qui semble être inarrêtable, c'est les mêmes coins avec une performance moyenne de plus de 500% et des volumes journaliers de plusieurs milliards de dollars. Parmi les plus connus, on a Pepe, Bonk ou notre bon vieux Shiba. Ensuite, on a les real world assets, la tokenisation des actifs réels, le liquid staking, l'identité et l'intelligence artificielle. Ce sont globalement les 5 narratifs les plus en vogue. Notre objectif, ça va être de se concentrer sur les narratifs sur lesquels on peut faire des gains sans prendre trop de risques, sans éviter d'avoir une chance sur 1000 de gagner quelque chose. Donc, on a ces 5 secteurs et on va devoir continuer de filtrer. En ce moment, on a des centaines, voire des milliers de nouveaux memecoins qui se lancent chaque semaine. Pour un token qui réussit, il y en a 1000 autres qui vont à zéro. C'est un peu du gambling, c'est la face cachée de ce qu'on peut voir sur Twitter, et c'est pas non plus pris en compte dans les statistiques de perf. Donc,
ça dégage. Ça peut être très intéressant, attention, mais c'est pas du tout dans notre optique et je pense qu'il faut prendre énormément de temps si on veut faire des profits sur les mêmes coins. Pour ce qui est de l'identité, en creusant un petit peu plus, on peut voir que l'index, il est principalement composé de 3 tokens seulement, ENS, Ethereum Name Service, WorldCoin et Space ID. Il y en a donc pas assez pour tirer une moyenne qui est fiable, surtout que cette performance est en grande partie due à la hausse de WorldCoin après l'annonce de Sora par OpenAI. Donc ça dégage aussi, il nous en reste 3 avec les Real World Assets, le Liquid Staking et l'IA. C'est pas une grande surprise vu qu'on entend parler partout de ces 3 narratifs en ce moment. Sauf que depuis 3-4 mois, le Bitcoin est dans une phase de correction et ça a eu un impact sur le marché. Les tokens d'intelligence artificielle ont par exemple pris très cher pendant cette période avec des baisses entre 50 et 60%. On le voit bien sur ce graphique qui compare l'IA en bleu et les mêmes coins en jaune. L'intérêt pour les mêmes coins va être beaucoup plus élevé que celui pour l'IA. On en revient au cycle dont je vous parlais avant, l'IA a attiré énormément d'attention et de capitaux en début d'année. On a vu ces tokens exploser et maintenant ils ont besoin d'une période de consolidation avant de continuer leur hausse. À côté de ça, on s'ennuie sur le marché et c'est sûrement la raison pour laquelle les dégènes s'amusent sur les mêmes coins en attendant. Avec Bitcoin qui commence tranquillement à reprendre des couleurs, ça serait intéressant de recharger les leaders du narratif dont on n'entend plus beaucoup parler en ce moment comme Bitensor, Fett ou Render par exemple. L'IA prend beaucoup d'attention sur le marché, mais il y a un narratif qui performe encore mieux sur presque toutes les timeframes, ce sont les Real World Assets. C'est particulièrement visible sur les 3 derniers mois et depuis début juin. Sur le mois de mai, le seul narratif qui surperforme les Real World Assets, c'est Bitcoin et son écosystème, ce qui paraît logique. D'ailleurs, les périodes de reprise où Bitcoin surperforme le marché sont aussi souvent très profitables à la DeFi et aux layers de Bitcoin. Je glisse ça comme ça. Prenez, vous prenez pas. Pour résumer cette partie sur les narratifs les plus forts, je dirais qu'on a un petit peu moins entendu parler des Real World Assets pendant une bonne partie de la baisse, mais avec l'approbation des ETF Ethereum, les gens se sont rappelés de la force de frappe colossale que peuvent représenter les institutions. C'est donc, je pense, le parfait exemple d'un narratif qui performe super bien, qui corrige et que tout le monde oublie un petit peu et qui repart brutalement, comme nous l'a montré par exemple Ondo qui a fait un nouvel ATH récemment. En plus du fait qu'ils n'ont pas eu de chance avec le timing, puisqu'au moment où les Real World Assets recommençaient à partir, Bitcoin a corrigé. Une petite liste des meilleurs projets Real World Assets si vous voulez faire vos recherches qui s'affiche ici. C'est cadeau, c'est pour moi. Dans le même style, on a l'intelligence artificielle. Même si elle est moins rapide que les Real World Assets, ce narratif il est encore dans sa phase de consolidation, ce qui en fait une très bonne opportunité pour renforcer ses bagues. Maintenant qu'on sait ça, on peut s'intéresser aux narratifs qui ont le moins performé pour l'instant, parfois de manière étonnante, parfois pas du tout. Ça sert à 2 choses d'identifier les pires narratifs. Soit c'est des secteurs qui sont juste nuls, soit c'est des secteurs qui n'ont pas encore performé comme ils le doivent et qui sont en retard sur le reste. Depuis le début de l'année, on a quelques narratifs qui ont juste pas du tout profité de la hausse comme ils auraient dû. Pour commencer, on a tout ce qui est NFT et GambleFi. On a eu une énorme hype autour des NFT vers la fin du dernier bull run, mais en ce moment les performances des projets NFT sont plutôt mitigées et c'est vrai que c'est un narratif dont j'entends rarement parler. Les charts ne ressemblent pas à grand chose, on dirait plus des pump and dump, mais pour prendre sa défense, c'est un narratif qui plaît surtout aux nouveaux arrivants, c'est pourquoi je pense qu'il performera sûrement mieux en fin de bull run quand de la chair fraîche arrivera sur le marché. Après, pour être très honnête avec vous, je suis très loin de ce narratif, c'est un petit peu un monde à part je trouve les NFT. Les gens dans les NFT en général sont souvent à plein temps dans ce secteur, c'est des gens qui sont pas vraiment dans la crypto mais dans les NFT et donc je suis pas le mieux placé pour vous parler de ce sujet. La GambleFi c'est tout ce qui est casino décentralisé. Dedans on retrouve des projets comme Rollbit ou Winner. C'est un narratif qui est prometteur pour la simple raison qu'il génère des revenus qui sont réels, ce qui n'est pas du tout le cas de tous les secteurs. Mais pourtant il est encore pas mal en retard et je pense que la sous-performance vient surtout du fait que les gens hésitent de plus en plus à investir sur des projets qui pourraient avoir un problème avec le régulateur. Le parfait exemple de ça, c'est tous les projets qui permettent de faire des transactions anonymes. Tous les Dash, Mask, Zcash, etc. qui ont tous des graphiques un peu désastreux et c'est encore pire depuis que Alexis Percev, le cofondateur de Tornado Cash, a pris une peine de prison de 5 ans et 4 mois pour avoir créé le protocole. Bref. On va parler de ça, c'est pas le sujet, mais c'est chaud. Donc si vous avez des billes sur ce narratif, je vous conseille quand même de faire très attention. Même si la privacy reste très intéressante. C'est très polarisé, on va voir ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Un autre narratif qui a beaucoup de mal, je trouve, c'est la GameFi, le gaming sur la blockchain. C'est un narratif qui est un peu particulier, parce que on peut dire ce qu'on veut sur oui, mais personne n'en veut, ça intéresse pas les joueurs, je suis totalement d'accord, mais c'est pourtant le secteur qui a eu le plus de liquidité dans les ventes privées de l'année 2023. Il y a énormément d'argent dans le secteur de la GameFi. On a des jetons qui ont bien performé, je pense notamment au leader du narratif, Immutable X, qui a fait
fait un x6 ou BIM qui a fait quasiment un x10, mais dans son ensemble, les jetons de ces projets, ils sont quand même un peu à la ramasse. Pourtant, on a quand même eu cette période où on a un petit peu entendu parler, mais c'était quand même un peu un pétard mouillé. Je pense que globalement, il y a deux explications. Pour commencer, on n'a pas encore eu de jeux majeurs qui ont réussi à intégrer la blockchain de manière durable. Depuis 2021, on nous promet ce fameux jeu AAA qui va tout changer, sauf que pour l'instant, on n'a pas grand-chose, on n'a que quelques jeux qui sont en bêta, et les rares vrais AAA qui sortent, c'est vraiment ras les pâquerettes. Ils sont juste à la ligne où on peut appeler ça un AAA. Après, c'est normal, ça demande énormément de temps de développer un jeu vidéo durable, surtout avec la compétition, et encore plus si on y greffe une nouvelle technologie. Mais c'est quand même vrai que les gens commencent à se lasser de devoir attendre et préfèrent se tourner vers des narratifs qui ont déjà des produits qui sont fonctionnels. Il faudra voir si la sortie d'un jeu majeur suffira à être un élément déclencheur pour ce narratif, mais personnellement, je suis quand même extrêmement mitigé. Le deuxième point, c'est que souvent, la tokenomics de ces projets n'est pas folle. En bull run, ça a moins d'importance qu'en bear market, mais ça suffit à limiter la hausse de certains tokens. Avoir du gaming dans son portefeuille n'est pas une mauvaise idée, mais faites quand même en sorte que ça ne représente pas une trop grosse partie, et personnellement, je ne me positionne que sur les leaders de ce secteur. Pour moi, ça fait vraiment partie des narratifs où on n'a pas vraiment de certitude sur la capacité à surperformer pour l'instant, même si c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup d'argent, et il faut le garder en tête. Pour finir avec cette partie, je voulais attirer votre attention sur deux narratifs qui étaient bien partis pour aider les leaders de marché, mais qui ont des performances qui pour l'instant sont un peu décevantes, en tout cas en termes de performance. Déjà, on a les DEXPERP, les plateformes de perpetual trading sur des exchanges décentralisés qui permettent de trader les dérivés sans devoir passer par des plateformes comme Binance ou KuCoin. Les leaders dans ce domaine, ce sont DYDX et JMX. Après la chute de FTX, tout le monde pensait que le prochain bull run allait être celui de ces fameux DEXPERP, mais on dirait que c'est pas trop le cas. La plupart des tokens sous-performent et certains sont même dans le rouge. C'est bizarre parce que les produits qui sont proposés par DYDX, Hyperliquid ou Eivo sont vraiment bien et sont très pratiques à utiliser, mais pourtant les volumes sur ces plateformes, elles sont dans une tendance très baissière. La plupart des gens ne veulent peut-être pas s'embêter à faire du trading on-chain et préfèrent la simplicité des échanges centralisés, même si on voit quand même qu'il y a une tendance à sortir progressivement des exchanges, donc pourquoi pas, ça pourrait prendre simplement juste un peu plus de temps qu'on le croit. Par contre, si cette tendance s'inverse, on pourra se réintéresser au token de ce narratif. L'autre narratif dont tout le monde parlait, c'était les fameux Layer 2 d'Ethereum, comme Arbitrum, Polygon, Optimism, etc. Starknet, ZK Sync, ça rentre aussi. Tout le monde disait qu'ils allaient exploser. Sauf que, pour l'instant, ces tokens sont un petit peu mous. Pour la plupart, ils ont des performances qui sont ok, mais qui ne surperforment pas. Du coup, pourquoi ? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent, beaucoup de liquidités, c'est des beaux projets, pourquoi ça pump pas ? Je pense qu'il y a deux raisons principales. Premièrement, les jetons de certains Layer 2 manquent un petit peu d'utilité. Si on prend l'exemple de Optimism, les frais de transaction sont payés en ETH et pas en OP. Pour avoir un jeton qui s'apprécie dans le temps, il faut qu'il soit utilisé, mais dans ce cas précis, il n'y a pas vraiment d'intérêt à acheter du OP. La deuxième raison, selon moi, c'est que pas mal de Layer 2 sont assez jeunes. Leur TGE a eu lieu il y a pas longtemps, les tokens ont été lancés à des valos aberrantes, et bien sûr, on n'oublie pas que beaucoup ont des tokenomics très douteuses avec une grande partie qui est réservée aux VC et des grosses libérations de tokens. En gros, le cocktail parfait pour avoir un jeton qui fonce à la baisse dès son lancement. L'exemple le plus récent qui me vient en tête, c'est le lancement du jeton de Starknet, qui a beaucoup été critiqué. On a eu ZK Sync il y a quelques temps, qui a des tokenomics qui sont assez agressives, mais globalement, les Layer 2 ont du mal à capter la valeur qu'ils génèrent dans leur token et à la retransmettre dans leur token. Comme je vous l'ai dit, rien n'est figé dans l'analyse des narratifs, c'est un roulement. Dans toute cette vidéo, on a parlé de l'évolution des narratifs pendant ce cycle, mais certains de ces narratifs ont plus de potentiel peut-être, pas forcément sur ce cycle, mais sur celui d'après. Et à mon avis, il y en a qui vont pas du tout disparaître, au contraire. Je pense que beaucoup d'entre eux sont encore très très jeunes actuellement et ne vont connaître leur apogée qu'au sommet prochain, donc pas celui-là, celui dans quelques années, 3-4 ans, en prenant quand même en compte qu'il y a sûrement des narratifs que l'on ne connaît pas encore, qui vont tout arracher. Je sais que pour certains, ça peut paraître très loin, le fameux prochain cycle, mais c'est en identifiant les tendances à l'avance qu'on a un edge sur la foule. C'est pourquoi je vais faire une petite section boule de cristal, où je vais vous donner deux narratifs qui, selon moi, devraient être surveillés de très près pour cet intervalle de temps. Je vais commencer avec le plus évident, désolé, là il n'y a pas trop d'originalité, c'est l'IA. La hype autour de ce sujet est loin d'être passagère et pas que dans les cryptos. L'IA, c'est une technologie qui va révolutionner, et oui, je dis bien révolutionner la manière dont on va interagir avec les ordinateurs et avec notre environnement, mais pas qu'à notre échelle, à l'échelle du monde entier. Et je suis persuadé que dans presque tous les domaines, vous allez interagir avec de l'IA, que ça soit de manière directe ou indirecte à travers des agents autonomes. C'est pas pour rien que les investissements sont énormes dans ce domaine, il suffit de voir l'évolution exceptionnel de Nvidia, qui aujourd'hui est dans le top 3 des plus grosses entreprises du monde, avec un market cap de 3 billions de dollars. Pour vous faire une idée, les 40 plus grosses entreprises françaises réunies ont un market cap de 2,7 billions de dollars.
Il faudra donc garder à l'œil tout ce qui touche de près ou de loin à ce domaine, dont les cryptos. Un autre narratif que je trouve très intéressant, c'est celui de la privacy. On l'a vu avant, tous les tokens de ce narratif se font allumer par le régulateur. Pourtant, c'est quelque chose de nécessaire si on veut que la blockchain puisse être utilisée dans tous les domaines. Le principe même d'une blockchain, c'est d'être un registre distribué ouvert, ce qui veut dire que tout le monde peut voir les transactions qu'il y a dessus. C'est pourquoi certains projets comme Arkham sont capables de trouver des wallets de grosses entreprises comme Grayscale ou BlackRock. Mais vous vous doutez bien que ça ne plaît pas à ces entreprises. En 2022, Grayscale avait refusé de divulguer ses wallets pour des questions de sécurité. En plus de ça, une entreprise n'a pas forcément envie qu'un concurrent puisse avoir ses transactions ou ses avoirs. La solution qui avait été trouvée jusqu'ici, c'était de les mixer. En gros, vous envoyez les fonds dans ce qu'on appelle un mixeur, vous voyez vraiment ça comme le truc de fruits et légumes, et ces tokens, ils vont être mélangés avec ceux d'autres personnes et ensuite renvoyés vers le wallet de destination. Comme ça, on peut pas tracer la transaction. Le problème, c'est que cette solution, elle est pas du tout appréciée par le régulateur parce qu'elle simplifie le blanchiment d'argent. C'est pourquoi je pense que les solutions de privacy, de projets d'anonymat qui sont en accord avec la régulation, c'est très important, seront un gros sujet de discussion dans les prochaines années. Voilà les potes, je pense que vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur les narratifs et leurs évolutions durant ce bullrun. N'hésitez pas à utiliser les 2 dashboards que je vous ai donnés pour monitorer un peu comment la situation évolue. Je pense que c'est toujours bien d'être au courant des nouvelles tendances du marché, que ça va être de plus en plus important parce que les opportunités vont être encore très présentes mais vont être moins obvious, vont être moins devant nos yeux. Après, attention, ça veut pas dire qu'il faut absolument sauter d'un narratif à un autre. Si c'est quelque chose de mal fait, c'est le meilleur moyen de perdre du temps et de l'argent. Si vous préférez être un investisseur passif et safe, qui pose ses billes et qui revient à la fin du bullrun, c'est aussi très très bien. Merci de m'avoir écouté, c'était Eril, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.